Hello à tous, ici Claire et Rose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié à la reconversion professionnelle. Je suis Claire Rose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Avant de vous laisser avec l'invité du jour, je voudrais vous parler du département de la Haute-Marne. Quitter Paris, la grande ville, le stress, la pollution, le bruit et faire carrière, c'est possible. Située à seulement 2h10 de Paris en train, la Haute-Marne vous accueille pour une nouvelle vie au vert, à la campagne et surtout un emploi durable. Trouvez enfin un équilibre pro et perso. En Haute-Marne, vos rêves changent de taille. Vous pouvez être DAF à 30 ans dans une entreprise à taille humaine dans l'une des nombreuses entreprises industrielles internationales du département. Et surtout, vous offrir une maison de caractère avec jardin à proximité du centre-ville pour le prix d'un studio parisien. Le département de la Haute-Marne facilite votre installation, maison, crèche, école et accompagne et finance l'entrepreneuriat dans le département. La Haute-Marne respire et inspire. Renseignez-vous dès maintenant sur les accompagnements possibles pour s'installer en Haute-Marne et y lancer son entreprise sur www.respirer-inspirer.com. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Caroline Jaillon. Après avoir travaillé dans la stratégie retail pour les cosmétiques de luxe pendant 10 ans, Caroline est devenue artiste peintre à son compte. D'abord make-up artiste, Caroline se fait repérer par une agence pour qui elle travaille. Elle passe de l'autre côté, comme elle le dit, et travaille dans la stratégie retail des marques de cosmétiques de luxe. Elle accompagne de grandes marques telles que Cartier, Guerlain, LVMH dans leur stratégie de développement en France et également les marques qui souhaitent s'y implanter. Elle sélectionne les distributeurs, forme les équipes, crée les événements pour les nouvelles collections. Depuis petite, Caroline est très créative. Elle tient cela de sa grand-mère. Passionnée par les couleurs, elle peint des tableaux d'art abstrait. Son entourage lui demande de faire des toiles. Elle les partage sur Instagram et petit à petit, la demande augmente. Le bouche à oreille fait son chemin. Le déclic pour se lancer à temps plein, un coup du destin. Elle est victime d'un licenciement économique dans l'agence où elle travaille suite au Covid. Elle décide alors de se lancer dans sa passion à temps plein, encouragée par son entourage. C'est, selon elle, les autres qui ont pris la décision pour elle, car ils croyaient plus en son talent qu'elle-même. Alors avec Caroline, on a évoqué sa carrière dans les cosmétiques de luxe, le monde de l'art qui semble inaccessible, comment fixer ses prix, trouver ses clients, comment surpasser le syndrome de l'imposteur, et ses conseils pour les mamans célibataires. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Caroline. Bonjour Caroline, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Merci, bonjour Clévie, merci de m'accueillir pour ton podcast, de m'avoir invitée. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel ? Alors actuellement, je suis peintre, je fais mes propres tableaux et je fais de la commande sur mesure. Alors, j'ai trop hâte d'en savoir plus parce qu'il y a un peu la vision de l'artiste avec la vie bohème et ça n'a rien à voir avec ton premier métier. Est-ce que tu peux nous raconter ? Ah non, effectivement, on n'y est pas du tout là, c'était pas la vie bohème. J'ai un parcours un peu atypique en fait. Moi, j'ai travaillé 10 ans dans les cosmétiques de luxe. Donc en fait, j'ai accompagné des marques, soit qui étaient déjà implantées en France, comme Cartier, Guerlain, tous les groupes que tu connais, LVMH, Kering, etc., dans leur stratégie de développement. Ou bien j'ai accompagné des marques justement, toujours en cosmétique, qui voulaient s'implanter sur le territoire français, qui n'y étaient pas. Donc comme la marque de K-Beauty, La Neige, que tu connais peut-être, la marque make-up Pat McGrath, voilà, c'est nous qui les avons lancés ici en France. Et donc, avec leur budget, je devais préparer une stratégie retail, sélectionner les distributeurs, donc comme les galeries, le Bon Marché, les Sephora, etc. Créer les équipes, les former, les encadrer, analyser l'ensemble des performances et trouver des leviers pour les booster, tout simplement. Créer des événements lorsqu'ils lançaient des nouvelles collections, des choses comme ça. Aller aux appels d'offres, voilà. Et est-ce que c'était du long terme ou c'était du one shot tu les accompagnais par exemple juste pour le lancement et puis ensuite voilà c'est terminé ou c'était Non, il y avait un suivi. 100% des clients avec qui j'ai travaillé avec eux pendant plusieurs années. La dernière c'était Pat McGrath, donc c'était du lancement jusqu'à mon départ il y a pas très longtemps. Mais sinon j'ai travaillé, je sais pas, je crois 5 ou 6 ans pour cette agence et en général mes partenariats avec eux ont duré autant d'années que ce que j'étais là. Et comment c'était l'environnement parce que c'est vrai que c'est un monde qui fait rêver, mais on se dit en même temps ça peut être un peu le diable s'habille en Prada. Comment c'est ? Je crois que le diable s'habille en Prada, effectivement, c'est très propre à la mode.
J'ai vu quelques spécimens comme ça aussi dans les cosmétiques de luxe, certes, parce que bon, voilà, c'est un univers parfois un peu de requin. C'est vrai, le luxe c'est comme ça, mais franchement, j'en retiens que du bon. C'est fantastique, c'est merveilleux. Déjà, on rencontre des artistes, des vendeurs, des passionnés, des créatifs, enfin tous les métiers sont passionnants. Ensuite, on participe pleinement parfois à l'essor d'une marque, parfois on apprend toute l'histoire. On a travaillé aussi avec Hermès, par exemple, ou comme je te disais tout à l'heure avec Guerlain. Donc, il y a une forte part historique dans ces marques-là. Donc, au niveau de la culture de ces marques, c'est passionnant en fait. J'ai appris tellement de choses au-delà du côté stratégique. Et puis après, on tisse des liens qui sont forts avec toutes ces équipes-là, avec qui je suis encore en contact pour certains aujourd'hui. Donc, moi, de mon côté, j'ai eu beaucoup de bons moments. Le côté humain, quand on a des équipes à gérer, encadrer, c'était parfois pas évident. Mais je pense comme dans tous les milieux, sinon que du bon. Et du coup, comment ça t'était venu les cosmétiques? Est-ce que c'était quelque chose où c'était ton rêve depuis enfant? En fait, à la base, moi, je voulais devenir maquilleuse pour les défilés, les backstage, des choses comme ça. Et en fait, je crois qu'il y a une énorme concurrence et il y a beaucoup de gens très talentueux. Et je pense que j'ai pas eu assez confiance en moi. J'y suis pas allée réellement. Donc, j'ai d'abord travaillé pour certaines marques dans le make-up justement, et en fait l'agence qui me plaçait sur le terrain pour travailler m'a ensuite recrutée pour aller on va dire dans les backstage de stratégie retail, et ça s'est passé comme ça. Et puisque j'avais comment dire un attrait pour le côté très business, tout ce qui est les performances des marques, etc. Ça m'a tout de suite très intéressée. Donc, d'un côté, j'avais perdu la part créative du métier. Je le vivais par procuration parce que quand j'allais aux événements, c'était top et je voyais tout ce qui était fait autour. Mais d'un côté, j'avais ce côté business qui me passionnait. Donc, de fil en aiguille, je suis arrivée à ce métier-là. Ah, c'est génial parce qu'on se dit pas que quand on se lance comme make-up artiste, on peut ensuite travailler plus dans des bureaux. C'est génial qu'ils puissent avoir ce genre de passerelle. Ça arrive, je sais pas si c'est commun, franchement, je suis pas sûre. Moi, en tout cas, ça m'est arrivé. Après, je pense que l'agence en question savait que j'avais de très bons contacts déjà avec les marques. Et pour les marques, c'était certainement un atout d'avoir un interlocuteur, une interlocutrice en l'occurrence, à l'agence qui savait comment ça se passait déjà sur le terrain, donc qui allait pouvoir les aider à se développer, alors que moi-même j'avais été sur le terrain avant et je connaissais donc tous les tenants, les aboutissants, les problèmes qu'on pouvait avoir, les choses à régler, et puis même lorsque j'ai créé mes équipes, je les comprenais, le discours était facile parce que j'avais été à leur place avant. Et qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ta carrière dans le retail de luxe? Il y a plein de choses. Je pense que c'était, comme je te disais, le fait en fait, on a l'impression quand on rentre, je sais pas, quand on voit toutes ces marques, parfois pour ceux qui s'y connaissent pas vraiment en make-up ou en culture, on va dire, de la beauté, voilà, on se dit, ok, je suis perdue. C'est toutes les mêmes marques, c'est tous les mêmes produits, je sais pas où aller, je sais pas quoi faire. Et en fait, quand on a la chance de travailler dans ce milieu, on comprend que chaque maison est totalement différente. L'histoire est passionnante pour les maisons qui sont historiques et pour les nouvelles aventures, toutes les nouvelles marques émergentes, etc. Chacun a son histoire, sa façon de penser, la beauté, sa façon de mettre la femme en avant. Et en fait, je me suis nourrie vraiment de toutes ces histoires. Et voilà, chacun avait son image. Pour moi, c'était passionnant d'apprendre et de justement créer toute une stratégie retail, mais aussi créer leurs équipes, les former en respectant l'image et les attentes de chacun. Je crois que c'était ça qui était passionnant pour moi. Et ça s'était passé comment avec tes parents quand tu as voulu être make-up artiste? Parce que c'est pas forcément évident aussi jeune. Ouais, exactement. En fait, ça s'est très bien passé avec mes parents parce que j'ai eu des parents ils m'ont laissé totalement libre, que ce soit sur les études ou la vie en général.
Pour être honnête, je crois que j'ai fait tout ce que je voulais quand je voulais. Donc, je savais ce qu'il fallait que je fasse ou pas. J'avais des limites. Il n'y a pas de problème. J'étais quand même sérieuse dans mes études, etc. Et je faisais pas de grosses bêtises, on va dire. Et du coup, je pense qu'en donnant, ils m'ont laissé faire ce que je voulais. Donc, quand je leur ai parlé de ça, il n'y a eu aucune réticence, rien du tout. Je pense que ils avaient confiance en moi sur le fait que j'allais faire quelque chose. Ils savaient pas quoi, mais j'allais certainement faire quelque chose. Après, ce qui est marrant, c'est que par contre, j'ai eu beaucoup de réticence de la part de mes professeurs. C'est-à-dire que quand j'ai dit ça après le bac, etc., j'ai fait 2 ans après le bac, et à ce moment-là, tous les professeurs, franchement une grande majorité, m'ont dit voilà, c'est gâché, tu devrais pas faire ça, c'est gâcher un potentiel, tu sais pas où tu vas. Et donc j'ai eu beaucoup de réticence à ce moment-là, mais bon, j'ai été soutenue par ma mère, donc elle m'a laissé faire, mon père aussi, donc j'y suis allée. C'est vrai que souvent c'est les profs finalement, parce qu'en fait ils continuent un peu leur truc de faut faire des études parce que eux sont là-dedans, en fait pour eux c'est plus important. Ouais, je leur en veux pas. Après c'est vrai que c'est dommage parce que t'as des gens qui sont pas forcément passionnés par l'école, et s'ils ont un projet qui est réaliste, soyons honnêtes, parce que maintenant t'as plein de gens qui veulent arrêter l'école sans savoir quoi faire après. S'ils ont un projet qui est réaliste et qui travaillent vraiment pour le réaliser, pourquoi pas les pousser, quoi. Que même si c'est du créatif, le créatif ça a fait de réussir beaucoup de personnes. Donc je suis désolée qu'on s'en rende pas davantage compte au moment des études. Et alors pour revenir à ta carrière du coup dans le retail de luxe, quel budget il faut par exemple si on veut lancer une nouvelle marque et tu vois faire vraiment un grand coup de com'? Tu penses qu'il faut quel budget à peu près? Alors, c'est impossible de répondre à cette question parce que, en fait, moi, j'avais des budgets que je vais pas communiquer évidemment, mais en tout cas qui ne concernaient que le retail. C'est-à-dire, j'avais le budget pour te dire, ok, si tu veux être présent dans, je sais pas, 30 Sephora, admettons, ou si tu veux faire un grand podium aux Galeries Lafayette Haussmann, ça coûte tant. Voilà ce que ça coûte pour le magasin, voilà ce que ça coûte pour les équipes, voilà ce que ça coûte pour nous de les former, etc. Mais je m'occupais pas du tout de la partie communication, comment ils communiquaient sur les réseaux, comment ils communiquaient, je sais pas, dans la presse, les choses comme ça. Donc c'était des budgets qui étaient complètement séparés. D'un côté, je pense qu'il faut un gros budget parce que maintenant il y a énormément de marques, etc. Et d'un autre côté, je peux avoir tort en disant ça parce qu'on a vu plein de marques émerger avec peu de budget, simplement on a la chance maintenant d'avoir les réseaux sociaux, les choses comme ça, et on a des gros mastodontes qui sont parfois concurrencés entre guillemets par des petites marques émergentes qui sont arrivées parce que leurs produits étaient très bons et qu'ils avaient une communauté très engagée qui les a fait connaître. Et alors pour parler de ta passion pour la peinture, comment ça t'est venu? J'ai toujours aimé dessiner. En réalité, c'est pas que j'aime dessiner, c'est que j'aime mettre la couleur dans les dessins. Donc quand j'étais petite, j'ai fait quelques cours de dessin, voilà, sans plus. D'ailleurs, pour revenir à l'époque des études, j'ai fait art appliqué, mais j'ai pas du tout trouvé ma place, ni parmi les gens qui étaient en cours avec moi, ni dans les travaux qu'on me demandait d'effectuer. Donc j'ai abandonné le truc, mais j'ai toujours continué à dessiner, à peindre, etc., sans forcément le professionnaliser ou faire quelque chose ou aller plus loin dans cette passion-là. Donc à l'époque, j'ai pas choisi cette voie pour les raisons que je t'expliquais, mais voilà, je l'ai toujours eu au fond de moi, et ça a pris une place plus importante quand j'ai commencé à faire 2-3 tableaux pour chez moi parce que je trouvais rien qui me plaisait forcément, soit dans une galerie, soit sur internet, etc. Donc j'ai fait ce que je voulais. Et puis quand j'ai eu une amie qui m'a commandé un tableau, c'est là que tout a commencé. Oui, parce que peut-être tu peux expliquer un peu quel type de tableau tu fais, parce que c'est vrai que quand on pense à toutes les études d'art appliqué, je pense qu'il y a un côté très académique avec bien faire les formes, bien dessiner. Peut-être, est-ce que tu peux décrire un peu ta peinture, même si c'est pas forcément évident à l'oral? Non, en fait, déjà, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que, si tu veux, certainement, je me suis pas lancée avant parce que j'avais un peu ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Je me disais, regarde, moi, j'ai pas fait toutes ces études, j'ai pas tout appris, je sais pas forcément de quoi je parle, alors que finalement, quand je peignais,
Bon, tu sais, la beauté, c'est très subjectif, hein, mais je trouvais ça beau et ça plaisait autour de moi. Donc finalement, je m'y suis lancée. En fait, moi, j'ai fait pendant toute l'année dernière des commandes sur mesure. C'est-à-dire que c'était très éclectique. En fait, on me demandait, voilà, est-ce que tu peux faire ce portrait, est-ce que tu peux faire ce paysage, est-ce que tu peux faire cet abstrait. Donc, je faisais pas de reproduction de tableaux déjà existants, mais je m'en inspirais et je créais ce qu'on me demandait. Et en fait, ça a été un point fort, un point positif, parce que ça m'a permis de me former à plein de styles et de trouver mon style à moi. Et d'un autre côté, c'était un point négatif, entre guillemets, parce que moi, je n'avais pas ma propre image, j'étais pas reconnaissable. Donc aujourd'hui, mon style à moi, c'est ce qu'on appelle l'abstrait, donc ça représente rien dans la forme, entre guillemets, si je peux expliquer ça comme ça. Mais j'en reviens à mon amour pour les couleurs, en fait. Je peins vraiment que pour la couleur, c'est pour ça que je me suis dirigée vers l'abstrait, parce que pour moi, c'est un hommage aux couleurs et c'est elle qui est vectrice de l'idée et du message qu'on veut passer. Ah, franchement, moi, je suis hyper fan de ce que tu fais. Et en général, c'est aussi ce type de peinture vers lesquelles je me dirige, parce que je trouve que ça dégage énormément d'émotions. Parce que comme il n'y a rien de figuratif, on peut se laisser aller, en fait. Il y a une liberté, je trouve, dans cette forme d'art. Exactement. C'est la forme, pour moi, comme tu le dis, la plus libre, parce que chacun, tu sais, la dernière fois, j'ai peint un tableau dans les bleus et oranges, et voilà, et on s'est mis à trois devant. Il y a quelqu'un qui voyait l'océan, l'autre qui me disait, oh, c'est marrant, on dirait un tissu de robe de couture, et chacun en avait une vision différente. Et puis j'ai une autre personne qui a vu un message dedans auquel j'avais pas forcément pensé. Et donc quand on se prend à rêver, à essayer de comprendre la peinture et se mettre devant le tableau et se dire à chaque fois je vois quelque chose de différent, un détail, et puis ma vision de cette peinture c'est ça. Je pense que c'est ce qui me plaît dans l'abstrait, vraiment. Et tu viens d'une famille artiste? Pas du tout. Je viens alors mon père était beaucoup plus axé business, et ma mère n'est pas du tout artiste. Donc absolument pas. C'était ma grand-mère qui était très créative. Elle faisait beaucoup de couture, des choses comme ça. Donc quand on était petit, on faisait toujours des ateliers, on créait des poupées, on jouait avec les tissus. Elle nous apprenait à faire plein de choses. Donc je pense que ça me vient plutôt d'elle. Et d'ailleurs, elle a eu, alors c'était pas la même époque, on n'était pas aussi libre. Elle a eu plus d'enfants que ce que j'en aurais jamais. Donc elle n'avait pas forcément le temps, et elle m'a souvent dit qu'elle avait des regrets de pas avoir été plus créative, c'est-à-dire de pas en avoir fait quelque chose en réalité. Donc écoute, je l'ai fait pour elle. Et donc toi, ça t'es venu assez récemment finalement ces tableaux? La première toile que j'ai fait pour quelqu'un, c'était il y a à peu près 2 ans. C'est une de mes meilleures amies qui avait besoin d'un portrait personnalisé de son mari. Voilà. Bon, elle m'a demandé si je savais le faire. Je l'ai fait. Un portrait un petit peu décalé, un peu rigolo, et je l'ai posté sur Instagram, mais je sais même pas si je l'ai posté sur le feed ou en story. Je travaillais encore à ce moment-là, hein, j'étais encore à l'agence, et en fait, de fil en aiguille, on m'a dit, ah, mais je savais pas que tu savais faire ça, et est-ce que tu peux me faire ça, et moi je voudrais ça. Bon, et ça s'est passé comme ça. Donc j'ai continué à peindre pour chez moi, et puis pour les 2-3 commandes que j'avais, sans forcément le prendre au sérieux. Et à ce moment-là, il y a eu le Covid. Donc le luxe plus le retail, tu te doutes que c'était cessation totale d'activité. Donc remise en question, le questionnement, etc. Et puis tu te retrouves face à toi-même, en fait. Tu te dis, ok, qu'est-ce que je vais faire, voilà. Quand tu dis cessation d'activité, ça veut dire quoi? Ils t'ont licencié? Tous les magasins étaient fermés, tous les événements étaient interdits, les rassemblements, les réunions de presse, etc. Tout ça s'était arrêté. J'ai été au chômage partiel, comme beaucoup de Français, pas parce qu'on voulait pas travailler, parce qu'on pouvait pas, en fait. Tout était complètement au point mort. J'ai continué, on a fait un petit peu de télétravail, mais en réalité, il y avait rien à faire. Donc ça a continué comme ça, et finalement, à force d'être confiné, même quand le confinement était terminé, la reprise d'activité, elle a été longue. Donc je suis restée encore soit en télétravail ou en chômage partiel, etc. J'ai repris l'activité,
Mais si tu veux, pendant le confinement, j'avais déjà recommencé un petit peu à peindre. Je pense que psychologiquement, j'étais déjà partie de l'agence. Et la RH, elle savait que je voulais déjà partir depuis un moment. Ça faisait quelques années que j'y étais. À ce moment-là, c'est vrai que quand j'ai repris, je me suis dit, ah, là, j'y suis plus, quoi. Donc finalement, il y a eu un coup du destin. Comme je te disais, je peignais plutôt de la maison, je continuais les commandes que j'avais, etc. Et un jour, l'agence m'a appelé pour me dire, voilà, il va y avoir un licenciement économique, etc. Et en fait, j'ai été, je sais pas, peut-être quelques secondes un peu secouée par le fait de me dire, ok, je vais partir de l'agence, etc. Et j'ai eu la chance d'en faire partie. Et finalement, je l'ai pris avec beaucoup de positivité. Parce que bon, ils savaient déjà que je voulais partir. Là, on me propose ça. Tu sais, je sais pas si tu sais comment ça se passe, les licenciements économiques, mais c'est un vrai accompagnement à côté si tu as un autre projet. C'est top. Donc en fait, j'ai vraiment pris ça comme un signe. J'étais très contente. Après, je me suis demandé, est-ce que je vais vraiment me lancer dans l'art? Tu sais, c'était encore un projet un peu flou, c'est rigolo. Je fais les commandes, etc. pour l'instant. Et finalement, les demandes se sont enchaînées et puis ça s'est fait comme ça. Voilà. Ouais, est-ce que tu as ressenti que pendant le Covid, tu t'es dit, est-ce que tu dis que voilà, d'un coup, tu t'es retrouvée sans activité? Est-ce que du coup, tu t'es dit, c'est peut-être mieux finalement d'être à mon compte, dans le sens où ça a pu être dur de dépendre de quelqu'un pour avoir du travail, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. En fait, d'un côté, je me suis dit ça exactement. Je me suis dit, ok, déjà, dépendre de quelqu'un pour avoir du travail, c'est compliqué. T'es complètement indépendant, effectivement. Et puis, d'un autre côté, tu te dis, quand on était en plein milieu du Covid, on savait pas où on allait. Donc, je me disais, oulala, tous ceux qui se sont lancés, c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'amis qui s'étaient lancés avant le Covid, qui pendant cette période se sont retrouvés face à eux-mêmes, sans solution non plus. Donc, c'est un peu tiraillé entre le fait de se dire, tu vois, il faut mieux travailler pour soi-même et puis être sûr que ta place, tu te la dois et c'est toi qui fais tout en sorte de réussir ta vie professionnelle. Et d'un autre côté, je me disais, t'es quand même en sécurité quand tu travailles pour des grosses entreprises, des choses comme ça. Ça dépend, hein, mais donc j'étais très tiraillée entre ces deux choses. Et bon, la vie m'a fait choisir. Comment t'as pris la décision? Je l'ai pas vraiment prise du jour au lendemain. C'est juste que j'ai continué à peindre et que je postais certaines commandes sur Insta et de fil en aiguille, les gens m'ont contacté. J'ai eu toutes sortes de demandes de tableaux et finalement, je crois, pour être honnête, je crois que c'est les autres qui ont pris la décision pour moi. Parce qu'ils m'ont fait confiance, j'ai eu des commandes, etc. Et c'est surtout que je crois que mon entourage croyait plus en moi que ce que moi-même je croyais en moi, quoi. J'ai deux amis qui m'ont poussé, qui m'ont fait des notes vocales tous les jours pour que j'y aille, qui ont appuyé ce projet vraiment, qui partageaient tout ce que je faisais, etc. Puis j'ai mon compagnon qui lui déjà avant de savoir que j'aurais eu la chance de faire partie du licenciement économique me disait il faut que tu partes de l'agence, il faut que tu te mettes à ton compte, il faut que tu fasses ça. Je vais mettre tout en œuvre pour que tu commences cette activité dans les meilleures conditions et c'est ce qu'il a fait. Franchement, il a tout fait pour m'accompagner là-dessus et donc je crois que c'est les autres qui ont pris cette décision pour moi et je leur en suis reconnaissante aujourd'hui. Oui, c'est marrant que tu dis ça parce que justement, c'était exactement la question que je voulais te poser. Quand on fait des métiers aussi créatifs, on arrive à se dire, bon, j'ai la légitimité pour en faire un travail. Et finalement, toi, c'est venu des autres, en fait. C'est les autres qui t'ont dit, ça, t'as tellement de talent, tu peux en faire ton métier. Complètement. En fait, comme je te disais tout à l'heure, pour moi, l'art, c'était très inaccessible. C'était un monde fermé. J'avais pas l'information, j'avais peut-être pas l'image de l'artiste qu'on imagine, etc. Et tu sais, il y a une chose aussi qui est importante, c'est que moi, comme je le dis, d'ailleurs, j'avais publié un article sur le site il y a pas très longtemps à ce sujet-là. Moi qui suis pourtant créative, artiste, etc., parfois, j'étais, et d'ailleurs je le suis toujours, incapable de comprendre l'art.
je me dis parfois, je me pose devant une œuvre d'art un musée, une galerie, etc. Et je n'arrive pas forcément à comprendre l'intention, le message, la beauté ou l'utilité même de l'œuvre. Donc effectivement, je me disais que j'avais peut-être pas les épaules pour faire ça. Et finalement, quand tu as un entourage qui te dit faut y aller, tu te rends pas compte, tu passes à côté de quelque chose, tu vois bien que c'est fait pour toi, etc. Donc j'ai les mots d'un côté de ces deux amis qui m'ont beaucoup poussée, et d'un autre côté j'ai les actes de mon compagnon qui a tout mis en œuvre. On a déménagé complètement une salle de la maison pour en faire un grand atelier. Il a mis tout en œuvre pour que je puisse avoir un super site internet, etc. Je le vois quand on sort ou quand on est avec des gens, c'est lui qui me vend presque, alors que moi parfois j'osais même pas en parler. Donc ouais, les autres ont fait ce choix à ma place et m'ont aidé à me dire que j'étais crédible, quoi. Et comment tu as fait pour fixer tes prix? Parce que ça doit être super dur quand quelqu'un te dit bon, j'ai envie de t'acheter un tableau. Comment tu fais? Parce que l'art, ça a aucun prix. Exactement. Je sais pas si j'ai une vraie réponse. En réalité, moi, j'ai pas les mêmes prix maintenant que quand j'ai commencé. Mais si tu veux, j'ai fait des prix dans un premier temps qui étaient très accessibles. C'était plus en fonction du temps ou de la taille du tableau, en fonction du temps que je passais dessus. Vraiment, vraiment très accessible. C'est-à-dire que je faisais des toiles moyennes qui étaient parfois en dessous de 500 €, tu vois. Donc c'était simplement un complément de revenus peut-être, et puis je faisais ça pour m'amuser. Après, quand ça a commencé à devenir plus sérieux, déjà t'achètes du matériel d'une autre qualité qui coûte beaucoup plus cher, ne serait-ce que les toiles ou la peinture en question, etc. Donc j'ai davantage fixé mes prix en fonction de ça, en fait, du matériel que j'utilisais et du temps que je passais. Je passe plus le même temps sur les toiles. Moi en plus j'adore les très grands formats, donc c'est vrai que tout de suite ça augmente un petit peu. Après, comme tu le dis, il n'y a pas vraiment de règles. En plus, très souvent, c'est le marché de l'art qui ensuite te donne ou pas une cote, et donc les prix, ça ne veut plus rien dire après. Hein. C'est en fonction de la cote. Hein. C'est l'offre et la demande. Et quels sont tes prix actuellement? Peut-être comme ça, on peut se faire une idée pour les auditeurs. On peut donner des fourchettes en fonction des tailles, peut-être. La fourchette est très grande, mais là, je travaille sur une petite série de tableaux, je pense, qui vont faire, tu sais, on va dire 30-30 ou 50-50, des petits cadres qu'on peut mettre, soit qu'on peut on peut en mettre plusieurs sur un même mur ou des choses comme ça. Donc ça va commencer à partir de, je pense, 150-180 €, donc ces petites toiles. Et tu as des grandes toiles qui font je sais pas, peut-être je te donne des tailles approximatives parce qu'il y a plein de tailles, 114, 136 ou bien des 130, 130, des choses comme ça, donc beaucoup plus grandes, qui sont autour de 800, 1000 €. Et ensuite j'ai fait des beaucoup plus grandes qui étaient autour de 1500, 2000 €. Voilà. En général, je dépasse pas 2000 €. 2000 €, ça a été vraiment pour des très grandes toiles et un travail important. Même si j'ai vu des tailles de toile se vendre beaucoup plus cher, je me dis que voilà, j'en suis au début, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur mon style, sur mon travail, donc j'y vais petit à petit. Oui, aussi, je pense qu'il y a un côté, plus tu vends, plus tu te fais connaître, parce que les gens, quand ils viennent dans les salons, ils se disent ah, tu l'as acheté où? Et finalement, c'est bien aussi d'être accessible au début. Oui, déjà, effectivement, c'est intéressant d'être accessible parce qu'effectivement, tu touches une grande partie de la population et de clients potentiels. Après, c'est vrai que idéalement, moi qui adore faire ces grands formats et je me sens vraiment dans mon élément, si dans le futur, j'arrive à faire beaucoup plus de grands formats, à vendre un petit peu moins, mais à ne faire que ces grands formats, je serais très heureuse aussi. Et comment tu trouves tes clients? C'est uniquement sur Instagram? C'est beaucoup de bouche à oreille. C'est vrai que quand à chaque fois que je vais quelque part, j'essaye de laisser des cartes, ou bien j'ai de la chance d'avoir une
petite communauté sur Instagram, mais en tout cas des clients très sympas qui ont beaucoup partagé ce que j'ai fait et donc qui m'ont ramené beaucoup d'autres clients. Sur Insta, évidemment, c'est un réseau social top pour la visibilité, surtout quand tu es artiste, parce que tu as quelque chose à présenter visuellement. C'est à la base, Instagram, c'était le réseau social pour la photo. Donc là, en l'occurrence, on est top pour la peinture. Donc je communique majoritairement dessus, et ce sont les deux canaux que j'utilise principalement, donc le bouche à oreille et Insta. Et après, je vends un petit peu sur les sites d'art en ligne. Donc il y en a plusieurs, hein, il y en a plein. Je me suis mis sur 2-3 galeries en ligne et je peux vendre aussi dessus. Ouais. Tu peux nous donner les noms? Parce que c'est vrai que moi, je connais pas du tout les sites de galeries. Il y a Singular, il y a Art Majeur, il y a Art Actif. Franchement, si tu tapes sur Google galerie d'art en ligne, il y a beaucoup de choses. Ils prennent beaucoup de commissions quand tu passes par ces sites? Il y en a qui prennent beaucoup, ouais. T'as des galeries sur Internet, comme ça, des galeries digitales qui prennent... Il y en a qui prennent pas du tout de commission, d'ailleurs. Je sais pas si ça va durer ou si... Parce que c'est le début, peut-être, je sais pas qui... Ils ont fait ce choix-là et que plus tard, il y a une commission qui va s'installer. Et t'en as qui prennent une très grosse commission. Je crois que ça peut aller jusqu'à 40%. Est-ce que tu penses que c'est important quand tu es artiste de te faire un network, je veux dire, dans le monde de l'art? Tu vas connaître des galeristes. Au début, je me disais que pas forcément, parce que tu les vois, hein, toi qui utilises beaucoup Instagram, par exemple, il y a vachement d'artistes, de dessinateurs, etc., qui ne vivent de leur art que grâce à leur communauté, grâce au contenu qu'ils créent. Ils se font eux-mêmes artistes, vendeurs, communicants, etc. Et ça marche très bien comme ça, en fait. Donc, c'est pas obligatoire. Après, là, j'ai parlé dernièrement avec une consultante en art qui est d'ailleurs très intéressante, et on a évoqué le fait de, voilà, pour se professionnaliser en termes d'image, de code, de l'art, etc. C'est quand même intéressant et utile d'avoir ce réseau de galeries. Et puis, c'est vrai que les galeries physiques, elles touchent une clientèle que sur les réseaux, tu as très peu de chances de toucher. Parfois, les collectionneurs, ils n'utilisent pas forcément Instagram, même si ça se démocratise beaucoup et que maintenant, on sait très bien qu'on peut trouver beaucoup de talents émergents sur Instagram. Donc, ils font eux-mêmes leurs recherches. Mais c'est vrai que les galeries physiques, les consultants d'art, etc., c'est des personnes qui peuvent vraiment t'aider dans ton développement. Est-ce que ça t'intéresserait, toi, de mêler un peu le luxe et l'art, dans le sens... par exemple, vendre des tableaux à des hôtels de luxe, tu vois, ou à des entreprises. Oui, d'ailleurs, il y a des marques avec lesquelles on a collaboré à l'époque à l'agence, qui sont très proches de l'art, comme Cartier, qui a une fondation, comme Valmont, qui a un vrai goût pour l'art. Au-delà des marques, effectivement, moi, je suis toujours très proche de ce monde du luxe. Il me quittera jamais. C'est quand on a travaillé 10 ans pour le luxe, on vit avec toute sa vie, avec les codes, c'est tout ce qu'on aime. Donc effectivement, si un jour il m'arrive de collaborer, comme tu disais, avec un hôtel de luxe, avec une marque de luxe, etc., franchement, ce serait un grand bonheur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surprise dans ta nouvelle vie d'artiste? Quelque chose à laquelle tu t'attendais pas avant de te lancer là-dedans? Je pense que c'est l'accueil des gens, quoi. Tu te dis, tu sais, même, je pense pas avoir de problème de confiance en moi, etc. Mais même quand t'es un peu confiante, etc., quand t'as un nouveau projet, surtout qui est très différent de ce que tu faisais avant, tu te dis, oh là là, je vais y aller, je vais montrer un petit peu à tout le monde ce que je fais, je vais assumer en fait mon nouveau rôle, etc. Et tu te demandes un petit peu comment ça va être accueilli, quelle idée les gens vont se faire de toi. Bon. Et finalement, j'ai eu un accueil top, quoi. Des gens que je connaissais pas, qui m'envoyaient plein de messages, c'est super, bravo, merci, enfin voilà. Et des gens que je connaissais qui m'ont repartagé, qui m'ont dit, bah voilà, ça se voit, ça se voit que tu aimes ce que tu fais, on te reconnaît à 100%. Franchement, c'est cet accueil qui pour moi a été très positif, et je me suis dit,
voilà, les gens sont trop sympas, quoi. C'est top d'être accueilli comme ça, d'être épaulé, d'être partagé. Voilà. D'ailleurs, j'ai écouté d'ailleurs le podcast que tu as fait sur Lise dernièrement. C'est vrai que dernièrement, je la connais pas, mais elle a partagé une de mes vidéos où j'expliquais l'art abstrait, comme d'ailleurs tu me l'as posé dans les questions, donc c'est drôle qu'on en parle. Et tu vois, tous ces gens que tu connais pas et qui pourtant partagent un travail que tu fais, où il y a quelques mois où tu te disais je suis pas forcément crédible, voilà, ça m'a surpris et je suis très reconnaissante pour ça. Ouais, je pense qu'en fait, on se rend pas compte, mais quand on se lance, il y a beaucoup de gens qui admirent un peu le côté réaliser ses rêves et donc ils ont envie d'encourager ça, je pense. Exactement, bah ça fait un petit peu comme un miroir. On se dit, moi il y a des filles que j'ai vues sur Insta, je me suis dit oh là là, après le confinement d'ailleurs, j'ai beaucoup de gens de mon entourage qui ont changé de métier, fait un projet qu'ils attendaient depuis longtemps. Et je me suis dit mais c'est dingue, c'est super ce qu'elle fait, quelle chance, elle a l'air épanouie, etc. Et je me disais, bah, forcément, moi, quand je communique sur ma nouvelle vie, entre guillemets, peut-être qu'il y a 2-3 personnes qui regardent ce que je fais en se disant la même chose et en se disant, bon, bah, pourquoi pas, si elle l'a fait, moi aussi, je peux le faire. Et comment tu organises tes journées aujourd'hui est-ce que ça prend une grande place finalement la peinture? Parce que je me dis ça doit quand même être un peu fatigant, même physiquement, de peindre. Alors les journées elles sont très dures à organiser, pour être honnête avec toi. Moi j'ai toujours eu un cadre très rythmé parce qu'en fait j'avais le travail, donc il fallait que je sois au boulot vers 8h30, voilà. Et puis j'ai une fille aussi qui a 10 ans, donc que je l'ai élevée seule, donc si tu veux c'était très très rythmé. Les horaires étaient très fixe, voilà. Et en fait, donc dans un premier temps, quand tu travailles pour toi, il faut que tu arrives à t'organiser. Et j'ai eu beaucoup de mal au début, je faisais un petit peu tout à la fois. Maintenant, je commence à prendre un rythme normal. J'essaye de consacrer des journées entières à la peinture, c'est-à-dire que pour être honnête, je fais pas 2 heures de peinture et après je vais m'occuper des réseaux ou d'acheter du matériel, etc. Si je commence une journée de peinture, il faut pas que je sois coupée. Parfois à 16h, je me rends compte que j'ai pas mangé à midi ou quelque chose comme ça, parce qu'en fait, déjà, il y a un travail de matière. Des fois, si ça sèche trop vite, après, je peux pas revenir sur les couleurs, sur les matières, etc. Et ensuite, je sais pas comment t'expliquer, créer la peinture, ou d'ailleurs, je pense, c'est la même chose pour les gens qui écrivent des chansons ou des choses comme ça. Parfois, tu fais rien, t'es assis sur une chaise, mais tu travailles. Donc, parce que tu réfléchis à quelque chose, t'essayes de comprendre comment ça marche et t'essayes de visualiser le résultat. Donc quand je m'enferme dans mon atelier pour faire de la peinture, le soir je ressors, je suis très fatiguée. Je suis très fatiguée d'avoir peint alors que je suis assise sur un tabouret et que je peins. Mais voilà. Et après, le reste du temps, j'essaye de le passer avec d'autres créatifs, donc des photographes ou des gens qui font de la vidéo pour arriver à avoir un petit peu plus tard du contenu pour les réseaux, d'aller voir les galeries d'art, effectivement, comme on disait tout à l'heure, comprendre le langage, me faire un réseau. Voilà, donc c'est... Derrière, il y a plein de choses qu'on n'imagine pas. Aller chercher tout le matériel qui est pas du tout dans le quartier dans lequel j'habite. Donc voilà, il faut partir. Bon, comme tout le monde. C'est combien ta répartition de ton temps? Je veux dire, ça prend combien de temps de peindre? Je veux dire, sur une semaine, par exemple. En fait, ça dépend des commandes. Ouais. Quand j'ai une très grosse commande ou bien que j'en ai plusieurs petites, effectivement, tout le temps libre que j'ai, je vais le passer à peindre 100%, et puis tout ce que j'ai à faire plus tard, qui pourtant est quand même assez important et urgent, je vais le remettre à plus tard. Quand j'ai un petit peu plus de temps, effectivement, je passe quand même. Par exemple, il y a des moments où j'ai pas de commande. Bon là, dernièrement, c'est pas trop arrivé, mais il y a des moments où j'ai pas de commande et je vais quand même dans l'atelier parce que j'ai besoin de créer les tableaux, mon style, mon image que je vais pouvoir vendre après sur les différents sites dont je t'ai parlé. Et puis, je dois faire évoluer en fait mon art, mon image, apprendre à avoir une réelle identité à moi, et donc tout ça prend du temps. Et ce serait quoi ton plus grand rêve professionnel? Mon plus grand rêve professionnel, dans un premier temps déjà
continuer à faire ça, c'est déjà très bien, mais vraiment prendre en professionnalisme, continuer à m'améliorer et avoir une vraie image où on se dit ok, Caroline Jaillon, c'est une artiste à part entière, elle vaut quelque chose dans l'art, on la reconnaît avec ses tableaux. Ensuite, ce dont tu m'as parlé tout à l'heure, avoir une collaboration avec une marque, couture, bijoux, peu importe, luxe ou pas, mais vraiment avoir un vrai échange, des collaborations avec des marques, d'autres professionnels qui sont pas du tout dans mon milieu, mais voilà, où on peut échanger. Ça, c'est quelque chose qui me nourrirait beaucoup. Et c'est vrai que quand on voit tes photos sur ton site, ça fait très luxe en fait, parce que il y a des tableaux, déjà il faut avoir la place de mettre ce type de tableau, j'ai envie de dire, dans des beaux salons haussmanniens, et c'est vrai que c'est pour ça que je t'ai posé la question, parce qu'on imagine bien tes tableaux dans des hôtels en tout cas. Mais en réalité, c'est vrai que je pense que c'est une déformation professionnelle. C'est, tout le site, etc. Effectivement, c'est ce qu'on m'a dit souvent, il fait luxe. Mais tu vois, paradoxalement, les toiles sont très accessibles. Là, il y a des grandes toiles qui sont à vendre sur le site à 800 € et c'est pas non plus des 2 mètres sur 2 mètres. Donc, dans le salon de n'importe qui, ça peut aller. Tu vois ce que je veux dire? Dans n'importe quelle pièce, ça rentre. Donc, j'ai quand même la volonté de me dire, j'adore le luxe parce que j'adore les codes et l'élégance du luxe, mais je veux pas que ce soit, je veux pas avoir un art fermé qui est pas pour tout le monde, qui correspond qu'à une seule partie de la population. J'ai pas envie de ça. Rien à voir, mais toi tu parais quelqu'un qui est assez sociable, voilà, qui aime le contact humain. Est-ce que tu as pu te sentir un peu seule dans ton atelier? Parce que j'imagine si tu passes tes journées à peindre un peu seule comme ça, comment tu te sens? C'est très drôle ce que tu dis parce qu'effectivement, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, j'ai quand même la facilité quand la personne engage la conversation avec moi, j'ai la facilité à échanger, voilà. Mais je suis pas si sociable que ça. C'est pour moi, par exemple, tu peux me laisser dans une soirée avec 100 personnes. Si personne vient me parler, je vais aller parler à personne. Pour moi, c'est pas facile forcément d'aller vers les gens, mais si les gens viennent vers moi, c'est très facile d'échanger avec eux, etc. Et je suis quelqu'un de très solitaire. Donc, en fait, me retrouver toute seule dans mon atelier, ça me dérange pas du tout. Au début, ça a été un petit peu dur parce que tu passes 8 heures par jour enfermée dans l'atelier, seule. Bon, j'ai de la musique et tout, c'est top. Mais t'es face à toi-même. Et puis après, la vie continue à la maison, etc., avec les enfants, voilà. Et parfois, je suis même pas sortie de la maison. Bon, ça me faisait pas grand-chose, ça allait parce que je suis solitaire, mais quand tu as une personnalité solitaire à la base, c'est un petit peu un cercle vicieux. C'est le serpent qui se mord la queue parce que finalement, t'es dans ton atelier et t'es bien comme ça et finalement, t'as plus envie de sortir. C'est vrai que moi, je sors beaucoup moins, je vois beaucoup moins de monde qu'avant. Et paradoxalement, je parle avec davantage de gens sur les réseaux par rapport aux commandes, etc. Mais je me sens pas mal, mais parfois, c'est vrai, je me force, je me dis, il faut que je sorte, il faut que je fasse des choses, il faut que je revoie des gens, il faut que je reprenne ma vie d'avant où je sortais beaucoup, je voyais beaucoup de gens, voilà, c'est vrai. Mais c'est pas un point négatif pour moi d'être seule dans mon atelier. Ouais, t'es introverti, extraverti, c'est ce qu'on dit, introverti. Mais c'est trop marrant que tu dis ça parce que moi, c'est exactement la même chose. Quand j'étais avocate, j'avais tout le temps des verres prévus, des restos. Et depuis que je suis créatrice de contenu, en fait, j'ai pas grand-chose de prévu et je n'ai pas besoin, en fait, parce que j'ai déjà assez d'excitation avec ce que je fais dans mon métier. J'ai plus besoin d'avoir des temps à côté pour me changer les idées, en fait. Les temps à côté, je préfère me reposer pour être en forme pour travailler. Et je vois exactement ce que tu veux dire. Mais est-ce que c'est pas la vraie réussite, ça? L'atteinte du bonheur, c'est ça, c'est de se dire ce que je fais seule, ça me comble pleinement. Et puis après, quand je vois des autres, quand je vois d'autres personnes ou que je fais d'autres choses, c'est que du plus, c'est top, mais j'en ai pas besoin
pour me sentir heureuse. C'est quand tu as ça dans ta vie, c'est merveilleux. Si toi tu pouvais revenir en arrière, quel conseil tu te donnerais? De se lancer plus tôt. Franchement, moi j'ai 32 ans et je peux m'en vouloir qu'à moi-même, hein, parce que ça fait 10 ans que tout le monde me dit mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu pourrais faire tellement d'autres choses, tu sais faire plein de choses, pourquoi tu te mets pas plus en avant et pourquoi tu te formes pas plus sur ça, etc. Et en fait, j'ai choisi plus la sécurité pour plein de choses, donc finalement je me suis pas lancée, voilà. Mais si je pouvais, déjà j'ai pas du tout de regret dans ma vie, elle a été fantastique et je voudrais rien effacer, mais je m'y serais prise un petit peu plus tôt si j'avais pu. Et encore, la réalité, c'est que si j'ai commencé maintenant, c'est que moi, je crois en le timing, tu vois. Et si je commence maintenant, c'est que j'ai appris des choses de la vie et du professionnel qui vont me servir pour demain. Donc, en réalité, je crois que je changerais rien. Après aussi, si tu avais un enfant, c'est plus compliqué aussi souvent de se lancer quand on a un enfant. Alors déjà c'est plus compliqué de se lancer quand on a un enfant, mais s'il y a des mères célibataires qui écoutent ton podcast, elles vont se reconnaître. Quand on a un enfant seul, c'est beaucoup de responsabilités sur l'éducation et aussi sur la partie financière. Donc quand tu gagnes ta vie avec un travail à responsabilité qui te plaît, voilà, même si à la fin j'avais un petit peu envie de partir, mais si tu veux, il y a la raison qui te dit voilà, j'ai quand même une fille, c'est ma responsabilité, je peux pas, les rêves ce sera après, plus tard, ou bien ce sera pour elle, j'en sais rien, mais pas pour moi maintenant. Et bon, après la vie a fait que j'ai pu le faire un petit peu plus tard, mais ouais, c'est vrai que ma fille, c'était 80% des raisons pour lesquelles je me lançais pas. Ouais. Du coup, quel conseil tu donnerais aux mères célibataires qui ont envie de se lancer? En fait, je garde une part raisonnable parce que je sais à quel point c'est difficile parfois. Donc, je pense parfois c'est très difficile cette question. Tu sais, j'hésite à répondre plein de choses parce que d'un côté, j'ai envie de te dire peut-être mettre un tout petit peu sa vie perso de côté, continuer à avoir un travail qui est alimentaire et se dire ok, je vais commencer une activité parallèle à côté. J'aurai peut-être un petit peu moins de temps pour les amours ou les amis, etc. Mais au moins je vais peut-être faire quelque chose qui va marcher, qui va pouvoir me faire me lancer un petit peu plus tard. Mais d'un autre côté, je sais à quel point c'est compliqué quand tu es seule avec ton enfant de trouver des moments pour t'échapper un petit peu, pour être autre chose qu'une travailleuse ou une mère. Donc c'est aussi compliqué. Il faut arriver à allier tout ça en même temps et on n'y arrive pas forcément. Donc c'est dur pour moi de donner des conseils. Mais en tout cas, si elles ont un rêve, il faut qu'elles arrivent à... Peut-être, j'essaie, parce que moi j'avais qu'un seul enfant, il y en a qui en ont plusieurs, de trouver un petit peu de temps pour essayer de le réaliser, au moins juste essayer. Parce que franchement, moi j'aurais peut-être pas essayé, j'aurais eu des regrets, j'aurais eu à l'âge de ma grand-mère le même discours que ce qu'elle a eu envers moi, de se dire c'est dommage, j'aurais pu, mais au moins essayer. Vraiment, voilà. Mais c'est très dur de donner ça parce que comme conseil, parce que je sais que c'est dur. On n'a pas de temps. Parfois, il y a pas d'argent. Parfois, je sais pas, il y a des mères qui sont seules avec plusieurs enfants. C'est compliqué. Et pourtant, elles rêvent. Elles ont beaucoup de talent. Ce que je leur conseille aussi, c'est de s'appuyer sur les autres. Parfois, on croit qu'on est seul et il y a vraiment des gens qui vous aident, parfois gratuitement, parfois qui vous donnent des conseils, parfois qui prennent vos enfants, et du coup, on peut déléguer ou bien on peut avoir une vraie épaule sur laquelle s'appuyer. Donc, il faut en parler autour de soi et il y a des gens qui ont un vrai bon cœur pour nous aider à nous accomplir. Peut-être aussi pas perdre l'espoir, en fait, parce que toi, tu disais que finalement, les rêves, c'était peut-être juste pour ta fille. De pas perdre totalement les rêves et puis laisser le temps au temps, tu vois, si c'est dans 5-10 ans. Exactement. Franchement, il y a un optimisme qu'il faut jamais perdre
Parce qu'en réalité, parfois, on se dit, et puis t'imagines qu'il y a des filles qui se disent, j'ai 20 ans, c'est trop tard, je peux plus être mannequin. Enfin, tu vois, le truc, c'est n'importe quoi. Et puis t'as des filles qui ont, mes amis autour de moi qui ont la trentaine et qui ont dit, c'est trop tard, j'aurais dû faire ça. Et puis j'ai d'autres copines qui ont 40 ans qui me disent, c'est trop tard. Et puis à côté de ça, t'as des femmes qui font une totale nouvelle vie à 50 ans. Les enfants sont grands, ou bien elles en ont pas eu, et puis c'est leur choix, c'est comme ça. Et puis je sais pas, elle se retrouve une nouvelle formation, une nouvelle vie, un nouveau métier, et puis elle change de pays, ou bien elle se remarie, et puis franchement, c'est jamais trop tard. Et on sait pas. Tu vois, j'ai eu une conversation hier avec une amie. Elle me disait, moi j'ai bientôt 40 ans, machin. Je me suis dit, mais déjà, c'est dans combien d'années? Et puis il y a combien d'années en arrière? Tant d'années en arrière, tu étais où? Tu te rappelles même plus, alors que c'était qu'il y a que 5 ans en arrière. Alors, imagine tout ce que tu as fait en 5 ans. Donc imagine les 5 prochaines années, tout ce que le destin peut te réserver. Franchement, il y a trop de belles choses qui nous attendent dans la vie si on croit le timing et la loi de l'attraction et tout ce dont on peut parler, quoi. Mais il faut les développer, ces choses. En tout cas, il faut y croire et il faut pas précipiter, mais en tout cas, il faut croire qu'elles vont arriver et les aider à arriver. Ouais. Voilà. Saisir les occasions aussi. Oui. Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. C'est quoi pour toi une reconversion réussie? Une reconversion réussie, c'est celle dans laquelle tu te sens à ta place. Et tu te dis, voilà, ça y est, c'est moi, je me suis trouvée, je me comprends, je suis contente de me lever le matin pour faire ce que je veux. Comme tu disais tout à l'heure, en fait, de te dire, moi, je suis satisfaite avec ce que je fais et j'ai plus besoin de rien d'autre en réalité. J'ai envie de continuer, j'ai envie d'apprendre, j'ai plein de nouveaux projets, de sentir pleine du projet, qui n'en est plus un puisque c'est ta vraie vie maintenant, de te sentir remplie de satisfaction, de joie et puis d'ambition aussi pour le futur. Et puis, il faut pas se mentir, une reconversion réussie, c'est celle aussi où tu peux en vivre en fait. Te dire, ok, j'ai plus besoin de travailler à côté dans quelque chose qui me correspond plus forcément. Je peux vivre de ça parce que je m'en suis donné les moyens. Est-ce que toi, tu dirais que finalement, de faire de ta passion ton métier, ça t'a donné confiance en toi? Je pose la question parce que j'ai l'impression qu'avant, tu avais un petit peu peur de te lancer. Et puis finalement, tu t'es lancé, puis ça s'est fait tout seul, un peu dans le sens où parfois, en fait, on n'a pas forcément besoin de se prendre la tête en disant « Ah, mais j'ai pas confiance en moi, je vais pas y arriver ». Peut-être le faire et ensuite, ça vient ensuite. J'ai connu quelqu'un, il y a quelques années, qui allait dans tous les sens. Et parfois, je me disais « Mais c'est pas possible, il faut pas faire ça comme ça, il faut prendre le temps d'y réfléchir, etc. » Il me répondait toujours « Mais il vaut mieux faire que parfaire ». Parfois, je pense à ça et je me dis... au lieu de se poser les 1000 questions à se demander est-ce que je peux le faire comme ça, et puis est-ce que je vais réussir, etc. Des fois, il faut juste le faire, franchement, se lancer. Et puis, si tu tombes, c'est pas très grave. Soit tu te relèves et puis tu continues, soit tu te relèves et tu fais autre chose. C'est toi qui décides. Mais en tout cas, effectivement, ça donne confiance parce qu'on se dit, ok, je l'ai fait et puis ça a marché. Donc finalement, c'est pas si compliqué que ça. Je m'en suis fait une montagne pour rien. Soit ça marche pas et puis on se dit, soit je recommence, j'essaye, je poursuis. Soit on se dit, c'est pas grave, j'en suis pas morte. Donc finalement, je peux essayer d'autres choses aussi. Et voilà, c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est la vérité. On n'a qu'une vie. Après, si tu vis avec beaucoup de rêves et t'as essayé d'en accomplir aucun, c'est très dur, je pense. Un grand merci, Caroline. Franchement, c'était un témoignage hyper inspirant. Donc, je mettrai tes réseaux sociaux et ton site internet pour que les auditeurs puissent aller voir tes peintures. Merci à toi de m'avoir accueilli, d'avoir pris le temps de m'écouter. Et puis, merci aux auditeurs qui écouteront. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Cet épisode est rendu possible grâce au soutien du département de la Haute-Marne. Renseignez-vous dès maintenant sur les accompagnements possibles pour s'installer en Haute-Marne et y lancer son entreprise sur www.respirer-avec-un z.com. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast.
Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose ou par mail à l'adresse clairevirose@gmail.com.